Radio Pluriel, votre fenêtre sur le monde. Saveurs, sons et accords. Un voyage dans les traditions latino-américaines. Écho d'Amérique latine. Toute la diversité de l'Amérique latine, hablando en espagnol, une mosaïque de culture. Écho d'Amérique latine. Écoutez les rythmes, les sons et les gens des pays latino-américains sur Radio Pluriel 91.5. Buenas tardes, el día de hoy estamos como siempre con nuestra emisión semanal de Ecos de América Latina. El día de hoy estoy en los controles, Rosario Gómez y Florent Abrial. Buenas tardes, Florian. Buenos días Florent, a todos. Florent, Rosario, buenos días, bonjour et bienvenue à tous dans cette émission des Échos d'Amérique latine. Échos d'Amérique Latina, aujourd'hui consacré au thème des études décoloniales en compagnie de nos deux invités qui ne vont pas tarder à arriver. Espérons-le. Et que je vous présenterai dans quelques minutes. Pero en primer lugar me gustaría saludarte yo también, Rosario. ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos un sábado más, un sabadito alegre. Aujourd'hui donc, samedi 5 décembre, nous allons faire une émission sur un sujet on va dire un peu sociologique, qui s'est transformé, faut l'avouer, en sujet beaucoup moins académique et plus présent dans la vie de chacun, notamment avec les attentats de Paris du 13 novembre. Aujourd'hui, on va parler de la modernité, qu'elle soit occidentale ou pas, en Amérique latine et ailleurs. Et on va parler de nous, tout simplement. Est-ce que nous sommes européens? Est-ce que nous sommes autres? Trop centrés sur nous-mêmes, quelquefois, trop eurocentrés. On verra ce que ça signifie, eurocentrés dans nos vies, dans notre façon d'agir, de lire, d'écouter, de nous instruire aussi et d'éduquer nos enfants, évidemment. ¿Eso significa la decolonialidad? Exactement, eso significa la decolonialidad, la décolonialité. Et nos invités vont nous éclairer sur ce sujet. Tout ceci donc fait partie d'une thématique récente qui va avoir lieu à Lyon. Rosario, comme tu le sais, le lundi 7 et mardi 8 décembre, par rapport au colloque international des études décoloniales, déplacement épistémologique du pouvoir, de l'être et du savoir. Wow, suena complicadísimo, ¿no? Suena un poco complicado, pero no lo es. Saveurs et accords, un voyage dans les traditions latino-américaines. Entonces estábamos viendo que suena un poco complicado, pero como dices que no es realmente complicado, pues vamos a ver si es cierto. No es tan complicado y yo creo que está abierto a todas las personas que son interesadas por la temática de los estudios décoloniales. Ce colloque, il aura lieu à la Maison des langues et cultures européennes, qu'on appelle la MILC, rattachée à Lyon 2. Donc le 7 et 8 décembre, lundi et mardi prochain, en journée, et nous serons en compagnie de Enrique Sánchez Albarracín de l'Université Lumière Lyon 2, langue et culture européenne, et de Sébastien Lefebvre de l'Université Paris-Ouest à Nanterre, La Défense, docteur en espagnol, qui sont les deux organisateurs de ce colloque, qui ont managé ça depuis 2 mois. Je crois. Voilà, donc il est un peu difficile de leur remettre un titre unique à ces deux invités. Ils sont professeurs, anthropologues, conférenciers, ils voyagent beaucoup à travers le monde. Ils nous expliqueront tout ça. Voilà, alors je vous présente rapidement quelques noticias, peut-être. Por favor, empecemos con nuestras noticias. Avant de partir en musique. Esta semana el actual presidente de Ecuador, Rafael Correa, estaba en Francia y como así todos sus homólogos vecinos en América Latina, para la cumbre de la COP21, la cumbre del clima. Y él dio una entrevista a RFI y Radio Francia Internacional que dijo que pensaba planear retirarse un buen tiempo de la política. Oui, en effet, le président équatorien ne postulera pas en 2017 à la présidence ni à l'Assemblée nationale.
Y él confió en la entrevista, ni de loco me presentaría como asambleísta. Y su iniciativa en la COP21 para crear un tribunal internacional para juzgar los crímenes ambientales, como dice, ocupó los titulares de la prensa internacional este lunes pasado. Y para Corea es esencial que en la conferencia de la ONU sobre el clima de París se consiga que haya un acuerdo vinculante con herramientas sancionadoras. Este miércoles, il faut punir, quoi. Voilà, il faut punir, c'est ce qu'il va définir comme la justice climatique. Exactement. Este miércoles 2 de diciembre, este miércoles pasado, sobre la presidencia de Françoise Moulin-Civil, la rectora de la Academia de Lyon y canciller de las universidades, y con François-Noël Gilly, presidente de la Universidad Claude Bernard Lyon 1, el presidente Correa recibió el título de doctorado honoris causa. Y esta candidatura fue propuesta por la universidad que tiene una antigua tradición de cooperación universitaria en América. ¿Sabes, Florent, esta es la primera vez que se le discierne un título a una persona extranjera? El título de doctor honoris causa es extremadamente raro. Sí, es muy raro, es muy excepcional hacerlo. Exactamente, fue excepcional, pero qué mejor. Sí, mejor. Claro. Yo creo que porque Ecuador es un país socio de la Universidad de Lyon 1, sí. Y como se puede notar, el acuerdo universitario firmado en Quito en diciembre de 2014, Lyon 1 y la Universidad Central de Quito decidieron establecer una cooperación muy ambiciosa con las temáticas de las ciencias y de la medicina. Y bueno, para terminar sobre esta noticia, Corea declaró, hemos dicho de manera clara que la COP21 que nada justifica los tribunales internacionales para proteger los investimentos, para forzar a los países a pagar las deudas financieras y no para proteger la naturaleza. Voilà, donc protéger la nature. ¿Una pausa musical quizás? Évidemment, bien les sûr. Propongo la primera cortina es Manabi de Juan Fernando Velasco. Voilà, un chanteur équatorien. De mis sueños, donde vi la luz primera, donde ardió la inmensa hoguera de mi ardiente frenesí, de tus plácidas comarcas, de tus puentes y boscajes, de tus vívidos paisajes, no me olvido, Manabí, de tus vívidos paisajes, no me olvido, Manabí. Tierra hermosa de mis ansias, de mis goces y placeres, el pensil de las mujeres más hermosas se halla en ti, por la gracia de tus hijos, por tus valles, por tus montes, por tus amplios horizontes, te recuerdo, Manabí, por tus amplios horizontes, te recuerdo, Manabí. Los espejos de tus cármenes risueños que retratan halagüeños el espléndido Turquí. De tu cielo en esas tardes en que el sol es una pira, mientras la brisa suspira en tus frondas, Manabí.
saveurs, sons et accords, un voyage dans les traditions latino-américaines. Y volvemos a nuestra emisión sobre los estudios decoloniales. Nos invités viennent d'arriver, Enrique Sánchez, Albarracín et Sébastien Lefebvre. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Écho d'Amérique latine. Bonjour. Bonjour, merci à vous. Bonjour, merci. Bonjour. Alors, vous êtes, comme je l'ai dit tous les deux, professeurs, anthropologues, conférenciers et surtout organisateurs de ce colloque sur les études décoloniales, ce colloque international. J'aimerais que vous vous présentiez rapidement, compléter un peu ce que j'ai dit en 2-3 minutes. Et qu'est-ce qui vous a amené à organiser ce colloque sur les études décoloniales, Enrique? Alors, l'explication serait un petit peu longue là, en peu de temps. Simplement, d'abord, je voudrais dire qu'on n'est pas spécialement anthropologue. Moi, je suis hispaniste, professeur, maître de conférences en espagnol à l'Université Lyon 2. Et passionné, et puis je m'intéresse beaucoup à l'Amérique latine depuis très longtemps. Je travaille beaucoup avec l'Amérique latine. Et Sébastien, lui, est plutôt à la frontière entre l'anthropologie et l'hispanisme, puisqu'il a fait une thèse de doctorat qui est à la fois entre l'hispanisme et l'anthropologie. Il s'intéresse en particulier à la question des afrodescendants en Amérique latine. Et en ce qui me concerne, à la question justement de la pensée latino-américaine et comment la faire connaître en France. Voilà, c'est un peu ce qui nous a motivés. D'accord, pour préparer ce colloque qui sera organisé à Lyon 2. C'est la suite d'un colloque auquel on avait participé conjointement en Espagne, à Saragossa, l'an passé, en 2014, n'est-ce pas, qui s'intitulait La Cuestión de la Diferencia, un colloque philosophique. Et on a constaté qu'en Espagne même, les penseurs décoloniaux, comme on les appelle, n'apparaissaient pas dans les schémas de pensée des chercheurs européens, notamment espagnols. Et en sortant de ce colloque, on s'est dit, mais quand même, c'est assez impressionnant, puisque c'est des chercheurs, écrivains, chercheurs et autres, qui écrivent beaucoup en Amérique latine. Et même en Espagne, alors que c'est la même langue, ils ne sont pas connus, en fait. Et de là est née l'idée du colloque. D'accord, donc ça va être le premier colloque vraiment à Lyon sur les études décoloniales. Combien de personnes vont participer à ce colloque côté conférenciers déjà? Une soixantaine de personnes au niveau des conférenciers. C'est un colloque, comme vous avez dit au début de votre émission, qui est ouvert à tout public. Ce n'est pas réservé uniquement aux académiques. Et malgré son titre un petit peu compliqué, c'est quand même c'est d'un accès très très facile et très ouvert. Et l'idée, c'est justement de faire dialoguer les gens. Voilà. Alors justement, on va essayer de vulgariser aussi un peu toutes ces thématiques pour donner envie à notre public de venir participer ce lundi 7 et mardi 8 décembre en journée à ce colloque, à la MILC, la Maison internationale des langues et des cultures, 35 rue Rollin, c'est en face de l'hôpital Saint-Joseph, dans le 7e, Lyon 7e. Merci Enrique. La majorité des personnes qui viennent faire des conférences, elles ont quel profil et elles viennent d'où? Alors, elles viennent d'Afrique, d'Amérique latine principalement, et d'Europe un peu, mais très peu finalement de France, si je ne me trompe pas. Il y en a quand même de France, des États-Unis, du Canada, de l'Espagne, d'Italie, d'Allemagne, de Suisse. 19 pays à peu près représentés. D'accord, 19 pays sur ce colloque. Pas mal, Ok, et c'est l'organisation et le fonctionnement de ce colloque, est-ce qu'il est décolonial justement? Je crois avoir entendu qu'il y avait des hébergements, des systèmes d'hébergement solidaires. Je crois qu'il y a aussi un peu une logique décoloniale à l'intérieur même de l'organisation, c'est ça? On a essayé d'organiser les choses d'une façon décoloniale, à la fois en le voulant et en ne voulant pas, puisque c'est tombé le 7 et 8 décembre. 7 et 8 décembre, fête des Lumières, on s'attendait justement à ce qu'il n'y ait plus d'hébergement disponible pour le public. C'est une date un peu difficile pour l'hébergement à Lyon. Donc d'entrée de jeu, on s'est dit qu'il fallait proposer une formule d'hébergement. Et puis par ailleurs, c'est vrai que ça correspond bien à cette approche décoloniale qui veut repenser, déconstruire, reconstruire. Donc il y a une grande partie des conférenciers seront hébergés chez des membres du comité d'organisation. D'accord. Et au niveau des invités un petit peu spéciaux, j'allais dire, de ce colloque, est-ce que vous pouvez nous présenter Monsieur Ramón Grossfogel, peut-être? Alors, Ramón Grossfogel, c'est un sociologue portoricain qui a fait très tôt partie du groupe en Amérique latine qui s'est appelé le groupe Modernité Colonialité. C'est un groupe qui a commencé à se réunir à partir de la fin des années 80
et qui a constitué un réseau dans les années 90 et qui a donné vraiment naissance aux études décoloniales en Amérique latine. C'est un sociologue, mais qui a un rapport très important avec la France, puisqu'il participe à un groupe qui s'appelle Décolonialité européenne. Et puis, il a beaucoup travaillé aussi avec le Parti des indigènes de la République en France. Et donc, il s'intéresse vraiment à la décolonialité en Amérique latine, aux États-Unis, parce qu'il travaille à l'université de Berkeley en Californie, et aussi en Europe. Et c'est quelqu'un de très connu dans la pensée latino-américaine aujourd'hui. Et puis je rajouterais qu'il ne conçoit pas la recherche que d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire qu'il a aussi une pratique un peu, on pourrait dire, engagée, militante, où il profite des espaces qu'on lui donne pour essayer de faire connaître justement ces pensées-là. D'accord, donc il sera aussi accompagné de Madame Myriel Fanon, donc la femme de... Non, la fille de France Fanon, ouais. La fille de France Fanon, oui. Qui, elle, est responsable pour la décennie 2014-2024 à l'ONU des afrodescendants. Donc elle est chargée d'organiser cette décennie-là à l'ONU. Et qui dirige aussi la fondation France Fanon. Et j'en profite pour annoncer qu'il y a les journées de la fondation France Fanon à Paris, donc le 9 décembre. D'accord. Alors peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas France Fanon, oui, voilà, peut-être aussi, c'est quand même un des grands penseurs qui a beaucoup influencé la pensée décoloniale ces dernières années. France Fanon a fait ses études à Lyon, il était psychiatre des hôpitaux de Lyon, il a été envoyé en Algérie un peu avant la guerre d'Algérie. Et c'est au contact avec les populations algériennes qu'il a dû soigner qu'il a commencé à réfléchir sur ce que c'était que le colonialisme. Et il a écrit deux ouvrages majeurs. Donc le premier qui est une œuvre de jeunesse qui s'appelle Peau noire et masque blanc. Peau noire et masque blanc. On en a parlé la dernière fois, et le deuxième, Les damnés de la terre, qu'il a écrit peu de temps avant de mourir, la dernière année avant de mourir en 1961. Il est mort de maladie très jeune. Et il a laissé cette réflexion. C'est un ouvrage qui a été largement diffusé parce qu'il y avait une préface de Jean-Paul Sartre. Mais cette préface de Jean-Paul Sartre, à la fois a contribué à sa popularité, mais un peu à transformer la pensée de Fanon. Parce que la préface de Jean-Paul Sartre déforme un petit peu la pensée, puisqu'elle en fait quelqu'un qui prendrait seulement la violence contre le colonialisme, alors que la pensée de Fanon est au contraire une pensée d'ouverture beaucoup plus large et qui permet de réfléchir au dialogue justement nécessaire entre les cultures et les peuples. Et ben justement, on va ouvrir encore de plus en plus cette description à notre colloque. Je vous propose une petite pause musicale au son brésilien du groupe Dalata. Tempestade dentro da sua cabeça, mas parece twister. Tudo é bem claro, mas não sei se vai dar certo. And I know I miss ya. La la, nunca vou te esquecer. La la, esse amor não vai morrer. Agora não vou mais pensar em todo o mal que aconteceu, mas se está tudo acabado, mas os frutos do passado se eternizaram. La la, já tentei te esquecer. La la, esse amor não vai morrer. Não queria essa vida, esqueço, não sou eu. Deixa. Dia a vida vai voltar a ser maneira. Deixa ir. Dia eu volto a sonhar a noite inteira. Então espero que no dia em que a gente se encontra mais está. Não precisamos falar nada desse assunto da timícia. La la, nunca vou te esquecer. La la, esse amor não
saveurs, sons et accords, un voyage dans les traditions latino-américaines. Et on revient à notre émission sur le colloque international des études décoloniales avec Sébastien Lefebvre et Enrique Sanchez. Sébastien, tu veux rajouter peut-être un dernier invité sur la liste de ce colloque? Il y a Eugenio Cogo Hondo, qui est un philosophe équato-guinéen. Je ne sais jamais si on dit guinéen équatorien ou équato-guinéen. Donc de langue espagnole, qui est un philosophe et qui est basé, qui vit à Léon en Espagne. Et ce conférencier-là, lui, est un peu dans tout ce qui est le créateur de ce qu'il a appelé la pensée radicale, donc aussi une certaine forme de décolonialité de la pensée. Donc il sera là parmi nous. Et le deuxième jour, mardi, il y aura Louis-Georges Jetin, qui est responsable du CRAN, c'est-à-dire le Conseil représentatif des associations noires de France, qui sera avec nous pour la journée du mardi. Est-ce qu'on peut donner un site où les gens pourraient consulter? La gente puede, nuestros radioescuchas pueden consultar todo este programa y ver los perfiles o los invitados, los conferencistas? Oui, alors le mieux pour trouver ce programme, le programme et le site, c'est d'aller sur un moteur de recherche, n'importe lequel, et de taper CIED, C-I-E-D, Colloque international d'études décoloniales, CIED 2015, et en écrivant le mot décolonial à côté, parce qu'en fait CIED 2015 c'est aussi un sigle d'une autre association, une autre institution. CIED 2015 décolonial sur un moteur de recherche, et on tombe très vite sur notre page. Y en nuestra página Facebook, sí, exactamente ese puede también encontrar en la página Facebook de Code América Latina. Y hay todas esas informaciones sobre los participantes, el comité de organización y el comité científico. Y cómo se inscribir, porque hay que Eso es importante que decirlo. La gente tiene que inscribirse prealablemente, no pueden llegar. Sí, pueden llegar así, se inscriben ahí directamente cuando estén allá. Oui, donc il y a deux possibilités d'inscription, je répète en français peut-être pour ceux qui ne comprennent pas. Soit on peut s'inscrire à partir du site, directement en ligne. Je voudrais on a mis en place un système d'inscription avec aussi l'association Espace Latino qui est aussi partenaire comme radio pluriel de ce projet-là. L'AUF aussi qui nous a aidé à faire venir aussi quelques universitaires de la francophonie. Voilà, l'agence universitaire de la francophonie. Et donc on peut à travers les pages de Espace Latino aussi faire l'inscription. Oui. En ligne. Oui, c'est vrai que c'est un bon relais. Mais les personnes qui veulent se présenter directement peuvent arriver au 35 rue Rollin et puis faire leur inscription sur place. ¿Y los horarios para esto? Sería el lunes 7... 8:30. La bienvenida la damos a las 8:30 con un cafecito. En la mañana, en la entonces, mañana muy bien. hasta tarde, porque vamos a delocalizar justamente una session à l'INSA. Sí, alors là aussi, le lundi, c'est un jour un peu spécial parce qu'on commence donc à 8h30 rue Rollin, mais à 17h, on va se délocaliser sur le campus de la Doua, à l'INSA de Lyon, à Villeurbanne, à côté du tramway arrêt Gaston Berger. Et en fait, on va faire les 2 derniers ateliers de la journée au Centre des Humanités de l'INSA de Lyon. Et ça va être suivi d'un petit concert latino-américain à la Rotonde des Humanités, qui est la salle de spectacle de la Doua. Un concert qui est fait par des enseignants et des étudiants musiciens, qui est vraiment magnifique. Je vous conseille de venir. Ça, c'est à 8h et puis ça se finit par un petit pot décolonial. Voilà. Impeccable. Et puis je crois que les festivités sont de retour aussi le mardi soir pour terminer ce colloque. À rue Rollin. À rue Rollin cette fois-ci. Oui, à côté, à la maison des étudiants. Avec un bon sancocho, donc une soupe andine colombienne, pour faire goûter un peu les spécialités de l'Amérique latine. Et on remercie l'association Palenque qui nous fournit ce sancocho. Avant de faire une nouvelle pause musicale, il nous reste quelques minutes peut-être pour rentrer un peu plus dans le thème de la décolonialité, essayer d'étirer un peu tout ça et d'expliquer à nos amis en quoi consiste ce colloque et sur quoi il va porter. Moi, j'aimerais peut-être vous interroger simplement aujourd'hui sur la question de la modernité. Est-ce que la modernité est en contradiction avec la décolonialité? Alors déjà, pour aller un peu très vite, il faut distinguer ce qu'on appelle les études décoloniales des études postcoloniales. Le postcolonialisme, ça travaille sur le monde anglo-saxon
Et c'est à partir justement d'une critique de la colonisation dans le monde anglo-saxon à partir du XVIIIe et du XIXe siècle. La décolonialité, ça s'intéresse justement à l'espace qui a été colonisé par les Portugais et les Espagnols, le monde ibérique. Et donc, dans cet espace-là, la critique de la modernité doit remonter à la fin du XVe siècle, c'est-à-dire à partir de 1492, l'arrivée des Européens en Amérique. C'est là que va se mettre en place un système de domination qui va être un système de domination par la force, fortement hiérarchisé par des concepts raciaux, et qui va mettre en place un système dans lequel finalement la modernité va arriver en même temps que le colonialisme. C'est pour ça que le terme de colonialité, c'est un terme qui a été conçu justement par ces penseurs, parce que c'est un mélange entre colonialisme et modernité. Et pour ces penseurs-là, la colonialité commence avec l'arrivée de Christophe Colomb en 1492 et va durer tout au long des 3 siècles de colonisation de l'Amérique latine par l'Espagne et le Portugal, mais aussi après et elle continue jusqu'à nos jours. Et cette colonialité, en fait, ils vont l'étudier sous 3 angles, ce qu'ils appellent la colonialité du pouvoir, la colonialité du savoir et la colonialité de l'être. Et donc notre colloque, ça va être un petit peu l'objectif. Il sera basé sur ces 3 axes thématiques. Sur ces 3 axes, mais dans une perspective très interdisciplinaire, parce qu'on va parler aussi bien du point de vue politique que du point de vue de l'éducation, que du point de vue de l'art, de la musique et de la littérature, oui, que du point de vue pour donner quelques titres d'ateliers. Alors il y a des théories décoloniales, évidemment, l'art et musique, comme tu disais, Enrique. On va parler de politique, on va parler de littérature. On va parler aussi d'anthropologie, de l'éducation. On va repenser l'éducation et les études afro-décoloniales aussi. Sébastien, peut-être. Et puis il n'y a pas que des chercheurs aussi. Il y a des bon, ils sont pas majoritaires, mais il y a des artistes aussi. Il y a un caricaturiste, enfin une personne qui elle analyse un peu les bandes dessinées, des choses comme ça. Donc je précise pour que les gens qui nous écoutent se sentent pas exclus ou ne se sentent pas de pas venir parce que c'est scientifique. Au contraire, c'est quelque chose qui est assez ouvert et c'est des thématiques de tous les jours. Et effectivement, pour faire une transition, on va dire, si on prend la colonialité de l'être, il y a des choses très concrètes qu'on peut penser dans la société française à l'heure actuelle. Oui. Je te propose d'en parler après. Después, una pausita y vamos a escuchar Swing Original Monks, El Caminito, un grupo de Ecuador. El caminito se va por ahí no vuelve. El caminito se va por ahí no vuelve. Y el que se regrese a ver se lo llevará la muerte. Y el que se regrese a ver se lo llevará la muerte. Voy a contarle a mis nietos todo lo que he caminado. Voy a contarle a mis nietos todo lo que he caminado. Y por más que pase el tiempo no me quitan lo bailado. Y por más que pase el tiempo no me quitan lo bailado. Ay. Se resbala y se demora, pasan las horas, acá te añoran. Se resbala y se demora, pasan las horas, acá te añoran. Yo me dejo ir, ¿dónde iré a parar? Yo me dejo ir, ¿dónde iré a acabar? El caminito se va por ahí no vuelve. El caminito se va por ahí no vuelve. Y el que se regrese a ver se lo llevará la muerte. Y el que se regrese a ver se lo llevará la muerte. Yo me dejo ir como el arroyo. Yo me dejo ir como el arroyo. A donde me lleven no me armo rollo. A donde me lleven no me armo rollo. Y yendo de pueblo en pueblo fui a parar a la
Saveurs, sons et accords, un voyage dans les traditions latino-américaines. Y volvemos a nuestra emisión sobre el Coloquio Internacional de los Estudios Decoloniales en Lyon 2 con nuestros invitados Sébastien Lefebvre y Enrique Sánchez. Gracias por estar aquí con nosotros. Hemos dicho que había 3 pilares importantes: la colonialidad del saber, del ser y del poder. Sébastien, est-ce que tu peux nous parler de la colonialité de l'être? Il y a beaucoup d'exemples, mais prenons un exemple que je connais bien puisque c'est quand même mon sujet de recherche, le Mexique, pour que ce soit concret pour nos auditeurs et auditrices. Que peut produire dans la tête, dans la pensée d'un enfant afro-mexicain qui n'apparaît ni dans son histoire nationale, c'est-à-dire ni dans son livre scolaire qu'il a entre les mains à l'école primaire, qui, dès qu'il sort de la région, on lui demande de quel pays il est, qui n'apparaît pas dans les médias, qui apparaît récemment, je crois il y a 2 ans, ils avaient remis au goût du jour une caricature de Meming Penguin pour des timbres postaux. Meming Penguin, c'est une grosse caricature, une mauvaise caricature d'un personnage noir. Donc que peut produire tout ça dans la tête d'un enfant? C'est ce qu'on appelle justement la colonialité de l'être. C'est-à-dire qu'on va réussir, malgré soi, en fait, à ne pas se penser en tant que noir, mais en tant que quelqu'un d'autre. C'est un peu le livre de Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc. C'est-à-dire comment on arrive à se penser une sorte d'aliénation un peu culturelle. Et donc, il y a tout un travail à faire sur soi pour réussir à surmonter cette aliénation-là et se vivre en tant que sujet afro-mexicain. Donc, un travail de recherche de l'identité, en fait. Tout à fait, de l'identité. Et puis, si on n'a pas les clés, les outils... Alors, par exemple, les afro-mexicains qui partent aux États-Unis quand ils émigrent, c'est là où cette conscience apparaît parce qu'ils sont en contact avec des afro-américains dans un pays où il y a des politiques pour les afro-américains. Et là, ils se rendent compte que, mais mince, mais au Mexique, nous aussi, on existe. Pourquoi il n'y a pas des politiques pour nous, alors qu'il y a des politiques pour les indigènes, par exemple, etc. etc. Donc, Alors justement, est-ce que tu penses qu'un enfant qui serait né en Bolivie ou en Équateur avec les politiques aujourd'hui un peu plus tournées sur le peuple indigène, il se reconnaîtrait plus comme un enfant vraiment du pays, un enfant qui a des racines indigènes, plutôt qu'un enfant qui est né dans l'état de Chiapas, au sud du Mexique, où on sait qu'il y a beaucoup de conflits entre les indigènes et les autorités? La différence, en Bolivie, il y a une constitution qui est, pour le coup, qu'on pourrait nommer décoloniale, puisqu'elle elle se dit comme telle. Je crois que c'est dans le préambule, on parle de décolonialité. Donc de décoloniser les mentalités, le pouvoir, etc. Où il y a les langues indigènes qui sont les républiques enseignement obligatoire de la Bolivie aujourd'hui. Après, il faut différencier les textes et la pratique. Si je prends le cas de la Bolivie, j'ai lu récemment le témoignage d'un député afro-bolivien en 2014, donc il y a 1 an, où il précisait, on nous reconnaît dans la Constitution, mais dans la pratique, il y a encore beaucoup de racisme, beaucoup de discrimination, et on n'existe pas forcément en tant que tel encore. D'accord. Donc différencier le texte de la réalité. Voilà. Oui, donc c'est vrai. Mais il y a quand même des efforts qui sont faits et qui permettent quand même à des sujets qui n'étaient pas reconnus de pouvoir plus se reconnaître et plus s'assumer. Et alors ça c'est pour les questions identitaires, les questions de l'être. Qu'est-ce qu'il en est du savoir et du pouvoir, Enrique? Bon, je vais aller directement à la colonialité du savoir. Comme disait un philosophe argentin, Enrique Dussel, qui a beaucoup influencé le mouvement décolonial, dit que quand on est en Amérique latine et qu'on va à l'école et ensuite à l'université, on nous apprend constamment que nous n'existons pas. L'Amérique latine n'existe pas dans l'histoire universelle, dans la passé universelle. Dans n'importe quelle carrière universitaire, que ce soit les mathématiques, l'histoire, la géographie, les sciences humaines et sociales ou les sciences exactes, toutes les références bibliographiques, quand on rentre à l'université, sont toutes des références qui sont produites dans 3, 4 ou 5 pays du monde, c'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, et avec un peu de chance, un peu l'Italie et un peu l'Espagne, mais un peu moins. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on dit que disent ces personnes avec lesquelles on va apprendre à penser en Amérique latine? Qu'est-ce qu'on dit? Que la seule chose qui est importante finalement, c'est une forme de pensée qui a été construite, élaborée dans le cadre d'une rationalité européenne et qui prétend donner une explication du monde entier. Et quand on se forme en Amérique latine à l'université, on est obligé
d'acquérir une forme de pensée européenne pour pouvoir avoir ces diplômes à l'université. Donc C'est la colonialité du savoir, c'est ça, c'est la perpétuation de la conquête à travers le savoir, une perpétuation qui dure depuis plus de 5 siècles. Et en introduction, tu parlais de l'Équateur. Justement, en Équateur, il y a une pensée du monde, rencontre pensée du monde, dirait Edouard Glissant. Il y a un diplomado de doctorado de estudios culturales, se llama, si no me equivoco, donde se imparte clases acerca de la realidad concreta de la gente. Sí, y justamente con el ejemplo que vimos con Rafael Correa, que intenta desarrollar la cooperación internacional y con la educación entre la Universidad de Lyon 1 y la Universidad de Quito, podemos decir que es una transferencia de conocimiento. ¿Cómo lo percibes, Enrique? Moi je me méfie un peu de la question du transfert de connaissances, parce qu'en fait le transfert de connaissances, il doit venir de l'Amérique latine vers chez nous. On a beaucoup de choses à apprendre de l'Amérique latine. Oui, parce que là on a l'impression qu'il est plutôt dans le sens Europe-Équateur. Voilà, mais on continue justement des pays supposément entre guillemets civilisés. Enfin, après, peut-être que l'Équateur a aussi besoin de cette information, mais peut-être que nous oublions aussi qu'on aurait aussi tendance à avoir besoin du savoir local là-bas. C'est ça que tu veux dire. Voilà, en fait là on a parlé de l'Université Lyon 1, les écoles d'ingénieurs et les sciences, parce qu'en fait il y a des soucis techniques qui se posent aujourd'hui, par exemple pour purifier l'Estero Salado en Équateur. Il y a vraiment des opérations techniques qui demandent un savoir technique et scientifique. Et c'est dans ce cadre-là que se montre cette coopération. Mais en faisant ces coopérations, les scientifiques et les techniques doivent apprendre à regarder l'Amérique latine avec d'autres yeux que les yeux du passé, c'est-à-dire simplement en termes de dire, bon voilà, on va faire du business en Amérique latine, on va arriver avec nos entreprises françaises, on va pouvoir construire des choses, on va pouvoir leur montrer une voie finalement de développement qui a montré ses limites et qui est en train de montrer ses limites aujourd'hui dans le monde. On voit les problèmes écologiques, on voit les problèmes sociaux, et on doit se retourner vers ces penseurs d'Amérique latine pour dire voilà, est-ce qu'avec ces penseurs, dans le cadre d'un dialogue entre les cultures et entre les pensées, on ne peut pas trouver des solutions qui soient beaucoup plus raisonnables plutôt que rationnelles pour le monde de demain. Ce qu'un autre Enrique Dussel justement appelle la transmodernité, c'est-à-dire ne pas prendre les choses positives de la modernité occidentale, mais ne pas exclure les autres formes de pensée non occidentales et faire une sorte de synthèse de toutes ces pensées-là pour trouver des solutions aux problèmes d'aujourd'hui. Tout à fait. Alors je vous propose de revenir un peu plus sur la transmodernité et puis la question aussi du pouvoir. On voyage un tout petit peu au Venezuela, on va écouter un petit joropo de Mónica Pérez. Joropo es lo que yo canto. folclórica, todos somos igualitos, sin protección, sin ayuda, tenemos el mismo amiguito luchando por nuestra música, con miles de sacrificios, sin más drama, sin más pliegue, rápidamente me explico, esto va para las personas que reaccionan como chicos, que dicen que este joropo no tiene ningún principio, aquí les traigo un mensaje para cerrarles el pico, este joropo es cultura, por eso lo identifico, una raíz del folclor, el alma y su gentilicio, joropo es parte del pueblo, por lo tanto no permito que quienes no lo han sentido vengan a crear conflicto, yo como lo quiero tanto lo digo a cada ratico, que mi joropo, señores, es el ritmo más bonito, joropo, un casireño que baila desde chiquito, un alcaraván cantando en la costa de Guaritico, un zorro seco de sed debajo de un espinito, un venao caramerú en una
por los pueblos, haciendo valer su hechizo como cantante que soy. Lo hago a cada ratico, si no canto un pajarillo, me canto algún pasajito, de esos que rompen el pecho y lo ponen blanquitico. Yo vivo feliz cantando en mi lindo paraíso. Quien no quiera mi joropo será que vive en Egipto. Saveurs, sons et accords, un voyage dans les traditions latino-américaines. Y volvemos a nuestra emisión Eco de América Latina sobre los estudios decoloniales con Enrique y Sebastián. Sebastián, tú me estabas diciendo que el joropo que hemos escuchado te evocaba muchos recuerdos o sí, una sensación especial, ¿no? De Venezuela, y también aprovechar la ocasión para mencionar que la música siempre es un espacio-tiempo donde se puede observar no la colonialidad, sino la decolonialidad del ser. O sea, porque nos damos cuenta de que este soporte sirve a muchos afrodescendientes, bueno, tomo el ejemplo de afrodescendientes, para cantar su negritud o para deconstruir los estereotipos del mundo occidental, digamos, con relación a la gente, entre comillas, negra, etcétera. Si tomamos grupos como Shock Keep Town de Colombia, o artistas de México como Pepe Ramos y demás, y otros, o Victoria Santa Cruz en Perú, o Susana Baca incluso. O sea, son gente que a través de la música tiene un mensaje decolonial. Y yo veo justamente que hay un taller, un atelier, Art et Musique, arte y música, donde el título es Decolonizar el espíritu de la historia del arte. Sí. Tal vez hay una relación. No recuerdo muy bien el resumen de Décoloniser la l'esprit en histoire de l'art, sí. Myriam Moulet de l'EHESS, qui va nous peut-être justement développer un peu ce que tu dis sur déconstruire notre esprit qui est peut-être un peu trop fondé en art et en musique sur notre esprit colonial. Enrique, yo añado algo también a esto, porque efectivamente el tema es deconstruir, pero no es deconstruir para dejar destruido, ¿eh? El objetivo es establecer un diálogo para reconstruir algo conjuntamente, incluyendo en este algo el pensamiento de todos, ¿eh? Es un diálogo abierto entre todos, no se trata de deconstruir para dejar un vacío. Es una desconstrucción constructiva. Exactamente, así podríamos decirlo. Sí, porque además, o sea, no sé si se puede mencionar, pero después del coloquio, la idea es crear una revista que tendría como nombre Revista de Estudios Decoloniales, y sería un espacio a la vez para investigadores, pero también para gente del mundo artístico o gente de la sociedad civil, y con esos tres enfoques de colonial del ser, del saber y del poder, y justamente para dar un espacio donde la gente pueda colaborar, juntar conocimiento, pensamientos, ideas, prácticas incluso, y o sea, déconstruction, pero reconstruction. Alors, moi, je voudrais vous poser une question à tous les deux. Vous ne me répondez pas en même temps, évidemment. Grossfogel, il explique dans un livre qu'il n'a pas écrit tout seul, qui s'appelle Pensar Decolonial, que la perspective modernité-colonialité, ça surgit d'une révision critique de l'eurocentralisme. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce que c'est que l'eurocentralisme? Oui, en fait, c'est ce qu'on a un peu déjà expliqué un peu tout à l'heure ici dans cette émission. C'est-à-dire, c'est la pensée européenne qui représente en fait 6%, c'est 6% des individus du monde qui prétendent donner une explication de la globalité du monde. En fait, c'est la question de la colonialité du savoir dont on parlait tout à l'heure. Et donc ce groupe Modernité-Colonialité, qui ensuite est devenu le groupe décolonial, est un groupe qui prétend restituer, c'est-à-dire élargir le cercle, et avec cette pensée européenne, faire dialoguer toutes les autres pensées du monde. Et donc c'est pour ça que c'est un processus d'ouverture qui est bien expliqué dans la transmodernité de Enrique Dussel. La transmodernité, c'est élargir le cercle, et au lieu d'avoir simplement une pensée européenne, eurocentrique, inclure d'autres pensées du monde, pensée latino-américaine, pensée indienne, pensée africaine, pensée asiatique. Mais même dans ces pensées-là, il y a beaucoup de diversité, les faire dialoguer les langues entre elles, les cultures, pour pouvoir finalement élaborer une forme de rationalité qui soit vraiment interculturelle,
pluriculturelle, qui reconnaissent. Alors justement, les élargir le identités. cercle, on a dit le cercle de l'être, le cercle du savoir, et qu'est-ce qu'il en est au niveau du pouvoir Le pouvoir, bon, je pense que c'est la chose la plus évidente, puisqu'on est encore... le monde dans lequel on vit, c'est encore un monde qui est l'héritier d'une histoire coloniale. Depuis la découverte de l'Amérique... Enfin, celle qu'on appelle la découverte de l'Amérique, de moins en moins de personnes veulent parler de la découverte de l'Amérique parce que le terme est devenu polémique maintenant. Mais en fait, c'est la première forme de globalisation, de mondialisation. Et c'est là, à partir de là, où on va faire rentrer le monde entier dans un système qui va tourner autour de pôles qui vont être d'abord européens, surtout autour de la puissance industrielle de l'Angleterre et du nord de l'Europe. Ensuite, il y a les États-Unis qui vont rentrer dans ce pôle. Et à partir de la découverte de l'Amérique, on va être dans un monde où en fait le reste du monde va devoir être au service d'un centre un peu qui va fonctionner, qui va avoir besoin de s'alimenter de ces autres parties du monde, mais sans véritablement établir des dialogues et construire des choses avec cette partie du monde. C'est ce que le sociologue portugais Boaventura de Sousa Santos appelle la pensée abyssale. La pensée européenne, ça a été une pensée qui a défini une ligne symbolique, et derrière cette ligne, ceux qui se trouvaient derrière cette ligne n'existaient pas en fait. Non seulement ils n'existaient pas, mais comme ils n'existaient pas, il n'y avait pas de dialogue possible avec eux puisqu'ils n'existaient pas. Alors justement, est-ce que c'est les auteurs latinos, les écrivains et tout ce qui fait la richesse de la culture latine, est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle essentiel aujourd'hui en France, et quand ils viennent dans ce genre de colloque, est-ce qu'on va pouvoir s'enrichir de leur non seulement du contenu de ce qu'ils disent, mais en même temps nous faire réfléchir un peu sur nous-mêmes et sur pas que sur notre monde en fait. Je pense que, j'allais dire tout à fait, puisque par exemple, je donne des cours à l'UPEC, à l'université Paris-Est Créteil, là, actuellement, à des cours d'espagnol, des cours d'espagnol à des étudiantes, et tous les textes que j'aborde en cours de langue, ça se limite pas que des cours de langue. Uniquement approche linguistique, mais aussi langue comme culture. Et j'ai abordé tous les textes sur la catégorisation raciale, sur les constitutions latino-américaines. Et on se rend compte que quand on exploite ces contenus, il y a une sorte d'effet miroir avec notre propre société. C'est-à-dire on se dit, mais en France, c'est pas comme... On va comparer, forcément. Ce qui fait que moi, je les interroge après sur quelle est la gestion de la diversité culturelle en Amérique latine, et vous en pensez quoi par rapport à la France ? Et je suis assez étonné parce que souvent, ils voient la pertinence un peu des systèmes de gestion de diversité culturelle latino-américains, mais ils pensent que la France reconnaît la diversité. Bon, après, les étudiantes que j'ai ne sont pas forcément des étudiantes issues de la diversité ethnique française. Donc ça montre aussi certaines limites des enseignements et autres, quoi. Bien sûr, donc de la décolonialité même dans les classes, évidemment. Tout à fait, on essaie, bien sûr. Le matin, le midi et le soir. Merci Sébastien pour tu vas refermer cette dernière partie. Je vous propose de faire une toute petite dernière partie sur ce colloque. On va rappeler aussi où est-ce qu'il se passe et le contenu. On va résumer tout ça après une pause musicale, et puis on fera l'agenda et notre émission se terminera. Rosario, te propongo escuchar una música de nuestra Toto la Momposina, que se llama Margarita. Saveurs, sons et accords, un voyage dans les traditions latino-américaines.
Et on revient pour cette dernière partie avec nos invités Sébastien Lefebvre et Enrique Sanchez. Merci d'être avec nous, notre adorable Rosario à la technique, évidemment. On va refermer cette émission sur les études décoloniales et ce colloque international qui se passera, je le répète, lundi et mardi 8, 7 et 8 décembre à Lyon 2. L'adresse, Enrique, si tu peux nous la rappeler. Oui, en fait, c'est à la Maison internationale des langues et des cultures, qui est un bâtiment de l'Université de Lyon, qui se trouve au 35 rue Rollin, en face de l'entrée de l'hôpital Saint-Joseph, Saint-Luc-Saint-Joseph. Voilà, donc les hostilités démarrent lundi matin avec un bon café, la rencontre des conférenciers et ça jusqu'à mardi soir. Voilà. Fait, voilà. Sébastien, la musique, toujours la musique. Vous voulez me parler de Toto Momposina à la pause. Momposina, effectivement, on constate que la musique, à la fois qui interroge la décolonialité, mais ça a été un support justement pour les populations. Je suis toujours c'est mon sujet, désolé. Pour les populations afrodescendantes. De résistance en fait à la pensée coloniale occidentale, c'est-à-dire que à travers les rythmes qu'on a continué à employer, à jouer, qui venaient d'Afrique et qui sont mélangés aussi avec des rythmes aussi indigènes, espagnols et autres, sans aucun doute, on a continué en fait à dire qu'on existait, qu'on était humain, alors que la pensée occidentale voulait déshumaniser, a déshumanisé officiellement, même par des textes de loi. Je rappelle le Code noir quand même, qui était un code qui disait que l'esclave était un bien meuble, donc là on enlève la qualité d'être humain à la personne, et la musique en fait a permis à ces populations-là de continuer à exister, donc de se réhumaniser, et donc ça consiste ça reflète une résistance de la part de ces populations-là à la colonialité de l'aide qu'a voulu imposer l'Occident. Tout à fait. Et je te remercie, je vais te laisser une dernière 2-3 minutes à Enrique pour clore cette émission sur la décolonialité et un petit agenda rapide sur ce qui nous attend ce week-end et la semaine prochaine. Bon, alors moi je voudrais dire d'abord que l'objectif de ce colloque, c'est la rencontre entre l'université et la société. C'est faire sortir les discussions des cercles académiques pour discuter avec la société. C'est ce qu'on appelle en Amérique latine l'extension universitaire. D'ailleurs, on va reparticiper ce soir à l'émission avec la radio brésilienne de Fortaleza, qui est partenaire de Radio Pluriel, et on va justement parler de ça, l'extension universitaire. Radio Universitaria. Voilà, qui est le dialogue entre la société et la population. Et aujourd'hui, je pense que plus que jamais, dans le monde dans lequel on vit, l'université doit ouvrir ses portes et doit sortir dans la rue pour discuter des choses réelles avec les personnes réelles. Et donc l'objectif, c'est donner à connaître la pensée latino-américaine, une pensée qui est méconnue souvent pour des problèmes de traduction. Et moi, j'appellerais parmi nos auditeurs, s'il y a des traducteurs, à traduire des textes en espagnol et en portugais, les traduire en français pour faire connaître ces penseurs d'Amérique latine. Et je remercie énormément aussi Radio Pluriel de donner à connaître l'Amérique latine à travers ces émissions. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental, parce qu'on est dans un monde où on a une culture qui est un peu uniformisée, qui nous vient pratiquement dans un schéma unique, et on a trop peu d'espace finalement pour découvrir les pensées des autres. Et la pensée latino-américaine est riche. On a plus de 500 millions de personnes qui pensent, qui s'expriment dans ces pays-là, avec une énorme diversité. Au Brésil, vous avez autant d'ethnies, de populations, de religions, de cultures que dans le monde entier, en fait. Et c'est des pays qui ont travaillé la question du pluralisme, du dialogue interculturel depuis longtemps, et qui peuvent nous apporter des choses dans nos sociétés occidentales qui sont un peu sclérosées, qui ont des gros problèmes aujourd'hui pour franchir ces... Enrique Sanchez. Je voulais faire un pont rapide. En fait, l'Amérique latine, mais aussi le fait qu'il y ait des populations afrodescendantes en Amérique latine, dans la Caraïbe, en Amérique du Nord, crée un pont automatique, j'allais dire, avec l'Afrique, puisque c'est des cultures qui viennent d'Afrique, donc, et les pensées actuelles d'Afrique aussi seront présentes à ce colloque-là. Donc, c'est des pensées qu'on n'a pas l'occasion d'entendre tous les jours. Donc, j'invite vraiment les gens à venir au colloque. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur notre site Facebook Écho d'Amérique latine. Vous aurez toutes les coordonnées, site internet et toutes les informations sur le colloque international des études décoloniales.
Sébastien Lefebvre, Enrique Sanchez, merci pour votre intervention. On espère vous retrouver très bientôt. A ustedes. Merci, muchas gracias a todos. Recordamos que toda la información estará en el Facebook. En el Facebook, sí. Perfecto, no muchas problema. gracias. Buenas tardes. Una información para la agenda, justamente para compartir un tipo de educación latina. Podemos hacer una iniciación de la fabricación del mate argentino hoy a las 6:30 al Café Macanudo, a 8 quai Claude Bernard. Así podremos completar nuestra educación y nuestra información sobre el mate. Y esta noche la Pachanguera y Colombia Nueva nos invita a bailar, a hacer la fiesta y música para todas las edades, ambiente único, authentico y familiar como en América Latina. Et ça se passe 55 avenue Galine à Villeurbanne, à l'espace Galine, donc ce soir à partir de 22h à la Pachanguera. Rosario, je te souhaite un bon week-end, ainsi qu'à nos invités. Igualmente. Muchas gracias. Hasta la próxima semana, como siempre. Hasta la próxima semana. Saveurs, sons et accords, un voyage dans les traditions latino-américaines. Depois que o mau tempo foi, eu vi você chegando. Trazia o rosto doce, bom e aliviado. Nada mais incerto. Passava também um tempo. Voltávamos a ser então o tal casal.